Ok. Bon, il est 18h03. Moi, je considère qu'on peut peut-être commencer le webinaire. Donc, avant de laisser la parole à Leslie et Philippe Goncalves, une présentation très rapide. Donc, à nouveau, bonsoir. Dans le cadre de ce webinaire, Architecte, construisez une agence rentable pour vivre de votre passion. Webinaire, donc, animé et conçu par Leslie et Philippe Goncalves, lesquels se présenteront davantage, bien sûr. Indiquons d'ores et déjà que Leslie et Philippe ont construit l'agence Seuil, mais aussi Archipreneur. Alors, Archipreneur a pour mission justement d'accompagner les architectes à ce que leurs agences soient rentables, même en pleine croissance, et que vous puissiez vivre pleinement de votre créativité. Leslie et Philippe en diront bien sûr davantage. Avant de leur laisser la parole, deux informations, l'une à propos d'ILO très rapidement, la seconde concernant nos modes de communication. ILO Formation, vous le savez, a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes occitaniens en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité, puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA ou des adhérents. Nous proposons aussi évidemment des webconférences et pouvons intervenir sur site pour co-construire à vos côtés des actions de formation et, soyons fous, des dispositifs de formation adaptés à vos besoins. Les membres de notre conseil d'administration sont toutes et tous architectes et nous appartenons au réseau de la formation continue d'architectes, réseau créé par l'Ordre national et les ordres en région. Concernant nos modes de communication, vous l'avez repéré, vos micros, caméras sont coupés. En revanche, vous avez l'occasion de poser vos questions tout du long de la webconférence à Leslie et Philippe dans ce fameux onglet QR que vous venez d'utiliser. À ce sujet, Philippe et Leslie y répondront au terme de chacune de leurs parties. Bien évidemment, Leslie et Philippe, si vous voulez changer de braquet, comme on dit, tout est envisageable. Si une question vous semble importante et qu'il faut la traiter immédiatement, vous n'hésitez pas à le faire. Si tout est clair, moi j'ai terminé ma présentation. Êtes-vous prêts, Leslie et Philippe? Toutes et à tous. Bonsoir tout le monde, on est OK, c'est parti. Allez. Bon, mais du coup, on est très 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 heureux de pouvoir vous avoir ce soir. On vous a préparé quelque chose de très simple, très opérationnel. Mm. L'idée, c'est de pouvoir être rentrer rapidement dans le vif du sujet, sans tabou, à rentrer vraiment au cœur des éléments qui font défaut et qui, voilà, sur lesquels il y a pas une fatalité. Il y a vraiment des possibilités aujourd'hui de sortir un peu de ces schémas et surtout de pouvoir passer du temps à pouvoir discuter ensemble au travers des questions-réponses. Alors même si effectivement on n'aura pas la joie de vous avoir en direct pour échanger, donc ça passera effectivement par le QR, mais en tout cas l'idée c'est de vraiment pouvoir échanger sur vos cas et la manière dont vous souhaitez les aborder. Ouais, c'est C'est bien. OK? Et puis on reviendra, on va démarrer, puis on reviendra un peu au milieu de la présentation sur pourquoi on est là, pourquoi on s'adresse à vous, qu'est-ce qu'on a voulu faire, et voilà, comment on peut essayer aujourd'hui, en tout cas, de vous apporter un maximum de clés sur des problématiques que nous, on a pu rencontrer et qu'on n'a plus envie de subir et de faire en sorte de partager ce retour d'expérience. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. On démarre direct. Ouais, top. On va rentrer par effectivement le vif du sujet sur un constat que je suppose vous connaissez tous, là qui a été actualisé par les chiffres d'Archigraphie 2024, donc qui sont les chiffres édités par notre conseil régional, par le conseil national même, sur les études nationales. On a extrait trois éléments un peu majeurs qui sont pas très réjouissants et qui n'ont pas tendance à s'améliorer avec le temps, malheureusement. Le premier, et non des moindres, on se retrouve avec un revenu moyen de la profession qui est assez dramatique, puisque on a 33 000 euros à peu près de revenus
annuel. Et on est parmi les parents pauvres de la profession au niveau européen. Donc, c'est 12 000 euros de moins que ce qu'on pourrait enregistrer en Europe. Le deuxième élément, c'est que au-delà du niveau médian, c'est qu'on a un quart de la profession, donc sur une tranche d'à peu près 30 000, on est un peu moins, 29 400 à peu près, je crois, sur cette année. On a quand même un quart, soit plus de 7 000 architectes qui gagnent moins de 1 000 euros par mois. Quand je dis, on parle d'architectes, on va faire effectivement les raccourcis souvent dans cette présentation. On parle effectivement d'architectes inscrits à l'ordre, bien sûr, et notamment une très grande majorité d'architectes gérants. On n'est pas dans la configuration des architectes salariés qui sont inscrits à l'ordre. Donc, il y a une vraie situation effectivement d'ultra précarité, évidemment sans aucune mesure avec les niveaux de compétences et de responsabilité que l'on porte au sein de notre profession. Et enfin, le dernier élément qu'on voulait vous partager, qui effectivement n'est pas très rassurant et qui est une réalité économique, vous la connaissez tous, je pense que voilà, on l'a subi tous, c'est que depuis effectivement 2022-2023, on a vraiment une chute de quasi 50% des chiffres d'affaires enregistrés au niveau national des agences d'archi, donc qui reflète simplement la crise que nous traversons immobilière et la crise globale. Et donc, tout ça, pourquoi? Pour vous dire que, OK, ben ça, c'est le contexte, c'est les données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment est-ce qu'on trouve des solutions pour essayer de sortir de ce schéma-là et réinventer un peu tous nos modèles. Après, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir un peu finalement quelles étaient les erreurs qui revenaient sans arrêt et qui vraiment vont venir plomber nos agences et nous empêcher finalement de se développer et d'aller de l'avant et voilà, d'être plus agile. La première erreur qu'on a remarquée et qu'on voit de manière récurrente avec les personnes que l'on suit, c'est un peu une absence de vision stratégique claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors nous, on a été les premiers à le faire. On a pendant une vingtaine d'années fait à peu près de tout, de la maison individuelle, des équipements publics, des logements, des usines, du projet urbain, de l'industriel, enfin voilà, être vraiment un véritable couteau suisse parce que c'est agréable, parce que ça permet aussi de changer un peu de maîtrise d'ouvrage, de changer de problématiques. Mais en fait, cet effet-là aussi fait que finalement, on devient un peu invisible sur un marché qui est très saturé parce qu'on est généraliste. Et finalement, on perd un peu cet effet d'expertise. Et c'est cette expertise qu'on arrive aussi à valoriser financièrement par un discours qui est plus clair aussi, on le verra après sur la partie branding, mais aussi sur la partie rémunération. Donc, que peut-être l'idée, ce serait aussi de définir sa niche et avoir une proposition de valeur pour vraiment arriver à clarifier son positionnement, devenir un peu un expert ciblé. Alors, par exemple, en ce qui nous concerne, nous, on s'est ciblé éco-construction. C'est un peu une manière de continuer à faire plusieurs projets. Mais voilà, il peut y avoir de la rénovation, de l'industriel, en fonction aussi de... Souvent, il y a une ou deux références que l'on va gagner qui va faire que ça va amener d'autres références. Et en fonction du potentiel que l'on peut voir sur ces projets, ben, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment pousser, travailler. Et ça va augmenter véritablement notre valeur perçue. Et ça, il faut pas, vraiment pas le négliger. Et ça va nous permettre aussi de définir ensuite des personas, etc. Donc l'idée, c'est aussi de savoir qui c'est que l'on veut aider. Et peut-être pour vous aider, donc on a mis un exemple, j'aide telle cible à atteindre tel résultat grâce à telle méthode. Alors, ça peut être, par exemple, je travaille avec des industriels, donc une des problématiques majeures des industriels, c'est de réduire leurs dépenses énergétiques, qui est assez forte. Donc, par exemple, j'aide les industriels à réduire leurs dépenses énergétiques grâce à un diagnostic. Alors, je ne sais pas, vous donnez le nom de votre agence et à notre méthode, vous redonnez le nouveau nom de votre agence, par exemple, la méthode Seuil. Voilà, et donc vous
développer en fait aussi à travers cette méthode le fait de dire que c'est une méthode. Vous allez avoir une structuration de la méthode, vous allez avoir tendance à savoir comment vous allez cheminer dans cette méthode. Vous allez devoir aussi la clarifier pour pouvoir l'écrire, pour pouvoir la définir. Et tout ça va faire que ça va développer votre process indirectement. Donc, c'était un premier élément d'erreur. Peut-être juste avant de passer sur celui-là, pour compléter, parce que c'est souvent des questions qui sont posées lorsqu'on évoque cette thématique de l'expertise. On peut différencier l'expertise de la spécialisation. Dans la spécialisation, souvent on entend effectivement des agences qui peuvent se structurer au travers une mono-activité, type des piscines, du logement pour les promoteurs, peu importe. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle effectivement potentiellement de continuer à pouvoir aborder tout un tas de sujets, mais avec une expertise très particulière et qui vous est propre. Et c'est vraiment la différence qu'on peut avoir entre les deux. En tout cas, c'est voilà, c'est l'expérimentation que l'on a portée. Il y a aussi des agences qui vivent très bien de leur spécialisation, mais voilà, ça se structure. Ça a peut-être un niveau de danger aussi qui est plus important. Voilà, c'est ça. C'est qu'aussi la spécialisation, il faut peut-être en avoir une ou deux, et pas Voilà. tout cantonner, tout mettre dans le même panier. Ouais. Et aussi avoir, tant bien que mal, à la fois des projets publics et des projets privés qui peuvent aussi permettre d'avoir une certaine souplesse par rapport à la commande. Une deuxième erreur qu'on a pu expérimenter, je dirais même, c'est de sous-estimer la gestion financière. Alors, trop souvent, on parle finalement de CA, de chiffre d'affaires, et on oublie pas mal de choses, notamment oui, voilà, sur les retours financiers, la trésorerie, etc. Tout ça, on va le voir. Mais avant, tous ces impacts, ils sont dus aussi à nos honoraires. Un piège qui est fort, c'est le fait qu'on soit tous, en tout cas, on travaille souvent sur les montants des honoraires, notamment dans les marchés publics, donc au pourcentage, selon la grille MOP, avec le coefficient de complexité, on va définir ce pourcentage, et après, derrière, il va falloir arriver à organiser tout ça avec les bureaux d'études, etc. En tout cas, dans cette facturation, il y a quelque chose qu'il faut qu'on identifie. En tout cas, nous, ce qu'on a pu faire sur plusieurs projets, on a essayé d'identifier finalement le temps qu'on allait passer au concours ou à l'esquisse. Alors peut-être que tout le monde n'est pas dans le cas non plus du concours, donc il faudra que si tu reviennes là-dessus. Et ensuite, le temps passé sur d'autres. En tout cas, peu importe les types de marchés que vous avez, en fonction, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un projet ou deux ou trois, encore mieux, pour pouvoir identifier là où vous passez du temps, là vous allez perdre un peu d'argent, mais aussi de voir finalement quelles vont être aussi les étapes sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer afin d'identifier où est-ce que vous devez mettre un peu l'accent sur le fait de réduire le temps passé sur certaines étapes. Au contraire, vous savez qu'à cette étape-là, c'est une étape qui est importante, que vous pouvez perdre un petit peu d'argent, mais que derrière, vous allez récupérer finalement ce temps perdu. Et ça, en fait, il faut arriver à le mesurer pour que vous puissiez véritablement savoir ce qu'il en est. Et c'est ce temps passé, en fait, idéalement, quand vous le mettez sous forme de temps et pas seulement de pourcentage, vous allez vous rendre compte que vous pouvez très vite dégrader votre coût horaire. Et ça, en fait, ce coût horaire, il n'est pas dégradable. Dès le moment où vous allez avoir un premier salarié, un deuxième, un troisième, que vous allez avoir des charges, etc., vous avez des choses qui sont incompressibles. Puis derrière, faut vous payer aussi. Donc, ce retour d'expérience, il est fondamental. Après, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Le deuxième point aussi, c'est l'absence de pilotage. Donc, ça va un peu avec tout ce que j'ai dit avant sur la notion de ces deux honoraires, à savoir, vous avez ce tableau de pilotage. Alors, le tableau de bord, hein, ça peut être toutes les étapes finalement que vous avez l'habitude de faire, esquisse, AVP, parce que quand on est sur un marché privé, on va plutôt faire un AVP que APS, APD, ça peut permettre de condenser, le pro, le DCE, etc. En fait, ça va être en gros le gros morceau de votre tableau de bord, mais derrière, vous allez décliner par étapes et vous allez savoir aussi ce qui vous avez peut-être intérêt à déléguer, soit en interne, soit en externe, pour avoir euh, plus de facilité, mieux piloter, gagner en efficacité là où vous êtes bon aussi.
Et donc, en fait, ça revient à l'objectif de calculer votre coût de revient pour arriver à avoir une marge. Voilà, ce n'est pas un gros mot, parce que sans cette marge, ben, vous pourrez pas vous développer, vous pourrez pas prendre vos week-ends, vous pourrez pas finalement peut-être monter un niveau, un step supplémentaire pour aller chercher d'autres marchés, parce que pour aller chercher ces autres marchés, il va falloir du temps, que vous preniez du temps pour vous aussi, pour aller démarcher. Et évidemment, faire une petite pelote de laine de trésorerie sur les 3 à 6 mois. Ça, c'est pas évident à faire, mais arriver à le faire, pouvoir avoir cette agilité en cas de coup dur. Mm. Ouais, super. Donc, effectivement, ce que nous semblait très important à signaler pour l'avoir effectivement vécu malgré tout pendant de nombreuses années ici. Et puis, ce que l'on constate avec les agences qu'on accompagne, c'est qu'il y a vraiment un premier step de redonner les clés de pilotage au sein de vos agences et de pas confier en fait votre perspective financière au comptable. Combien de fois on a entendu lorsqu'on posait la question, c'est quoi ton chiffre d'affaires, c'est quoi ton prévisionnel les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, c'est quoi ton point mort? La réponse malheureuse souvent c'est ah je sais pas, il faut que je voie avec mon comptable où on en est, etc. Et en fait, de pas avoir de clé, c'est tout simplement pas avoir l'esprit tranquille pour prendre les bonnes décisions. Donc le premier levier c'est ça, c'est effectivement pouvoir avoir ces bons indicateurs à mettre en place. Il n'en faut pas 150. C'est pas en dessous, on s'en fait une usine à gaz, mais voilà, il faut pas grand-chose. Et le principal étant la trésorerie, contrairement à ce que majoritairement on a, on parle de chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires fait plaisir à l'ego, généralement, mais la trésorerie, c'est le vrai manager aujourd'hui de l'entreprise. Cash is power, comme on dit. Mm. Il vaut mieux avoir un résultat, voire presque négatif, contrôlé, ou en tout cas pas très élevé, et avoir une trésorerie qui grandit à l'agence, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire avoir un bilan positif sympa, qui nous fait plaisir, mais avec aucune trésorerie à l'agence, et qui est vraiment le piège pour la suite. Oui, nous, on a fait personnellement les frais avec une valorisation de notre agence qui est montée jusqu'à 2,5 millions, avec en face une trésorerie en pleine accélération qui fondait comme neige au soleil. Ouais. Et derrière, on a payé assez cher, assez cash, cette vision-là. Ouais. Et effectivement, notamment, tu as raison, sur les périodes de croissance des agences, c'est les plus dangereuses, puisqu'on est un investissement perpétuel. Donc, si on n'a pas cette vision très claire de la trésor, ça peut être très, très dangereux. Voilà, et cette trésorerie, elle va aussi vous permettre de piloter mois après mois, à savoir quelle perspective j'ai à 6 mois. Est-ce que je fais déjà mon chiffre de l'année? Quelles sont les actions que je dois mener aujourd'hui pour avoir cette agilité à 2, 3, 4 mois et pas attendre le dernier moment? On arrive à la troisième erreur. Donc, c'est faire l'impasse sur le marketing. Donc, un mot qu'on arrivait, voilà, on n'arrivait même pas à le dire, nous. Donc, on parlait de communication, etc. Bon, finalement, on a fini par le dire parce que, voilà, finalement, à part dans le domaine de l'architecture, c'est un terme qui est pas mal utilisé et qui veut dire effectivement une communication au service d'une visibilité, mais aussi d'actions concrètes liées à finalement quelque chose de très opérationnel qui va nous permettre de faire entrer des projets. Et donc, il y a un côté aussi d'engagement, à aller vers l'autre, à se présenter, à présenter ce que l'on fait, à se vendre. Voilà. Donc, compter uniquement sur le bouche à oreille et les appels d'offres, c'est déjà très bien, parce qu'on sait que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire grandir une agence. Ça veut dire que son travail est reconnu, qu'il est valorisé. Les gens c'est le moyen en fait le plus fort en fait d'être recommandé. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas parce que la concurrence est relativement forte. Il n'y a pas de travail pour tout le monde et donc il faut aller au-delà de ça. Les appels d'offres aussi, c'est intéressant. Après, on parlera peut-être des différents types d'appels d'offres. Nous, il y a certains appels d'offres qu'on ne fait plus. On sait, voilà, on a une stratégie sur les appels d'offres réellement. Et donc, ce serait aussi une erreur finalement de se limiter qu'à ça.
Et donc, on a dit tout à l'heure, on a parlé du mindset, de comment est-ce que je me projette, qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que je veux faire. Une fois que je sais à qui je m'adresse, finalement, quel est mon client, quel est mon persona, qu'est-ce que je veux lui offrir, qu'est-ce que je peux lui apporter comme aide, comment est-ce que je peux finalement me mettre à son service, ben à ce moment-là, mais ça va être toute une stratégie de marketing pour dire, ben moi, je suis là, j'ai cette offre, je suis expérimentée là-dedans, j'ai vraiment des compétences, j'ai des savoir-faire, j'ai du matériel, j'ai tout ce qu'il faut pour véritablement vous accompagner. Et donc là, il faut mettre en place cet effet de vitrine aujourd'hui qui va vous permettre véritablement de faire rentrer du travail. Et à la fois, donc il y a plusieurs moyens pour ça. Le site internet, ça va être finalement un site internet qui va où les gens vont pouvoir vérifier qui vous êtes, ce que vous faites, est-ce que ça leur convient un peu, ça va donner votre patte, voilà, votre patte, qui vous êtes, quels sont vos mots-clés, comment vous parlez, etc., pour voir si ça match. L'idée, on ne veut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est ultra essentiel, c'est-à-dire Je le répéter. On ne veut pas plaire à tout le monde. Ouais. Voilà. S'il y a un truc à retenir ce soir, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de se dire à qui je suis dédiée. C'est-à-dire que même je sais que l'être humain, son objectif dans la vie, dans le monde, dans sa mission, c'est peut-être d'être aimé de tous, mais ce n'est pas vraiment possible. On peut aimer tout le monde, mais on ne peut pas être forcément aimé de tous. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur qui on peut aider. Voilà, à qui je peux être utile. Et pour ça, c'est aussi cette idée que le web, votre site web, il faut qu'il soit pas neutre, il ne soit pas neutre, qu'il apporte de la promesse, qu'il apporte du témoignage client. Ça, c'est assez, c'est pas évident à avoir. Donc, ça veut dire aussi ce témoignage client, de prendre le temps, de récolter à chaque étape, parce que nous, on a essayé plusieurs méthodes de récolter à la fin d'un projet. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de le faire à chaque étape. Chaque phase. Ouais. Voilà, à chaque phase pour dire comment ça s'est passé, etc. Faire du retour d'expérience, comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et puis, cette légitimité du site internet, on peut faire quelque chose de très simple et on peut avoir à côté aussi un système plus d'entonnoir où on va venir chercher à ce que la personne laisse son mail, cette personne, qu'elle puisse rentrer en contact, parce que dès le moment où vous allez être en contact, c'est un peu comme un concours. Hein. En concours, on ne va pas pouvoir parler, il va falloir à travers les documents transmettre cette identité du projet, qu'est-ce qui est important. Et donc là, c'est pareil, c'est arriver à créer ce lien pour que vous puissiez avoir le maximum de chances de rentrer en contact et de pouvoir exprimer qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Voilà, donc on avait posé une question, mais bon, après, à voir si on... Alors, ça, et puis peut-être pour illustrer clairement, vous donner un cas concret, alors, quelque chose qui n'a pas de réalité propre, mais pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on se pose la question de qui on veut servir, et pour être effectivement clairement identifié dans ce secteur, voilà, très concurrentiel. Je vous donne l'exemple, par exemple, sur aujourd'hui, vous êtes dans le marché de la construction de maisons, de réhabilitation, etc. Donc, évidemment, un marché très tendu, serait-ce que par la commande actuelle et puis par la concurrence. En fait, on pourrait très bien définir une stratégie pour que, en quelques mois, vous apparaissiez comme un des leaders français sur la question des familles recomposées en France. Oui, donc on reste dans le sujet de la maison, de l'habitat, mais en fait, vous allez travailler toute une partie de communication, de branding et de connaissances que vous allez acquérir sur ces sujets-là, sociétaux, etc., qui va vous permettre en fait de mettre en place une vraie proposition d'offre qualitative pour accompagner ce type de public-là qui a une problématique qui lui est propre de mobilité, effectivement, qui passe de peut-être 2 personnes à 8 en quelques jours, peu importe, et qu'il y a d'autres sujets, en tout cas qu'il y a des sujets qui lui sont propres. Et donc, en focalisant ensuite votre stratégie de communication vers ce public-là, sur les réseaux sociaux, etc., certes, effectivement, tous les gens qui ne sont pas en couple recomposé vont passer à travers votre offre. Par contre, ceux qui sont clairement dans cette situation, en fait, vous allez de suite être reconnus parce qu'il n'y a que vous, en fait, qui parlez d'eux. Et donc, évidemment, derrière, ce sont des potentiels projets. Donc, c'est juste pour vous illustrer cette puissance de savoir à qui on veut s'adresser. Voilà, je sais que vous allez me dire, ouais, mais du coup, moi, j'ai envie de tout faire, etc.
Ça n'empêche pas que du coup, derrière, on continue à suivre des opportunités, etc., ce qui rentre. Mais c'est au moins de se donner les moyens d'aller vers un marché, bon, déjà qui vous parle, et puis potentiellement d'être vraiment identifié sur ce secteur-là comme expert. Juste peut-être je précise ce qu'est un persona, parce qu'il y a Pascal, salut Pascal, qui peut-être nous demande de préciser. Donc en persona, peut-être que certains le connaissent ça, si vous avez en tout cas une agence de com, etc. C'est des choses, des sujets que l'on étudie. Donc nous, on a même fait des ateliers participatifs au sein de l'agence pour définir nos personas. C'est un peu, voilà, le client idéal. Mm. Et donc, vous allez un peu loin, c'est-à-dire vous lui faites une carte d'identité, vous lui mettez une photo, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, quel âge il a, comment est-ce que... c'est un peu votre client idéal, entre guillemets. Et le fait de pouvoir lui faire sa carte d'identité, vous avez plus de facilité quand vous allez écrire un post ou communiquer ou vous adresser à lui, à finalement à lui parler de manière plus personnalisée et donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous mettre dans la peau de la personne que vous souhaitez aider. On passe à l'erreur numéro 4, c'est le fait de manquer de structuration. Et ça, c'est vraiment pas évident parce que je pense que c'est des choses qui n'ont pas été vraiment vues à l'école. Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans le cas de la HMO, des choses qui sont un peu Légèrement affleuré. voilà. En tout cas, nous, on a vu certains problèmes. L'architecte homme d'orchestre, mais là, on parle en tant que dirigeant. Ça nous arrive aussi hein, d'être vraiment un peu au four et au moulin, d'avoir à gérer la partie administrative, faire du commercial, gérer la conception, gérer tout le suivi. Et en fait, on se rend compte que quand vous commencez, alors quand vous êtes tout seul, c'est clair que là, il faut de suite imaginer comment on va pouvoir vous libérer d'une partie de ces tâches qui sont des tâches à faible valeur ajoutée vis-à-vis de vous, de vos compétences, et aussi du temps que vous allez y passer et que vous n'allez pas passer à faire autre chose. Donc ça, c'est fondamental, il me semble. Et puis, éviter ce goulot d'étranglement que vous pouvez être quand vous êtes avec des équipes et que finalement, ils attendent après vous parce que tant que vous n'avez pas validé une étape, ils ne peuvent pas passer à l'étape suivante. Donc, il y a cette idée aussi de comment vous êtes effectivement chef d'orchestre, mais avec du recul, avec une vision plus globale et que vous arrivez à voir un peu ce qui se passe et à pouvoir agir de manière plus stratégique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être en face la solution, une des solutions qu'on imaginait, en tout cas que nous, on a expérimenté, c'est de développer plus finalement les rôles et les responsabilités. Donc un organigramme clair. Si par exemple vous êtes tout seul ou à deux, l'organigramme clair, il va compter aussi votre expert comptable qui est dedans, il va compter la personne avec qui vous déléguez de temps en temps votre site internet. En fait, il faut compter tous ces membres comme des pôles ressources, vous les identifiez clairement. Ça veut dire que aussi vous allez savoir avec cet organigramme qu'est-ce que vous allez pouvoir leur demander, qui fait quoi et qui est responsable de quoi, et ça va vous aussi libérer de la charge mentale. Ça, je pense que c'est aussi important. Le deuxième point, c'est le fait d'être un peu en désordre et d'improviser. C'est-à-dire, nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir mis en place tout un process assez clair pour le suite chantier. Puis, il y a un nouveau salarié qui arrive, un collaborateur, qui a fait quelque chose autrement ailleurs et qui dit, attendez, ce que vous avez fait, ça va pas. Tabula rasa, je fais autre chose. Et en fait, euh, parce qu'on est comme ça, on a confiance, on est généreux, on a envie que ça avance, on a envie que les gens, nos collaborateurs, prennent vraiment à bras le corps les sujets. Donc ça nous a semblé pertinent. Et au final, on se rend compte derrière que finalement, c'est un modèle qui est dégradé parce qu'on avait malgré tout imaginé certains éléments. Donc oui, pour que éventuellement on vienne enrichir le process, mais en étant force de aussi de résistance, à se dire, attendez, qu'est-ce que j'avais cherché à faire, qu'est-ce qui est important pour moi, et quelles sont les étapes clés. Et du coup, le fait de demander à suivre un process que l'on va pouvoir enrichir, que l'on va pouvoir remettre en question, puisque c'est l'objectif du process, c'est aussi savoir, c'est ne pas tout réinventer, c'est pouvoir ranger de la même façon, c'est ne pas perdre de temps en fait. Mm. Et donc, ça, c'est de standardiser les étapes. On le reverra après, on le verra après dans un deuxième temps avec Philippe sur cette idée de pilotage, etc. Un autre point aussi qui nous semble très important, mais c'est le surmenage, la fatigue chronique.
qui va engendrer des risques d'erreur, des techniques administratives, des choses qui sont pas sympas. Alors, ben, ça, c'est sûr qu'on y est tous soumis. On arrive aujourd'hui, nous, à faire des concours sans faire des nuits blanches. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà, arriver à ne plus travailler le week-end, arriver en tout cas on peut par exemple anticiper finalement, pourquoi pas le dimanche soir, la lecture de tous les mails pour avoir une sérénité en démarrage. Peu importe, le tout, c'est aussi d'être clair. Il y a pas de meilleure méthode en fait. C'est sa meilleure méthode qui va faire qu'on va être serein sur les étapes à venir et avoir ce recul. Mais en tout cas, trouver les méthodes et les moyens pour externaliser, déléguer et se concentrer sur nos véritables valeurs ajoutées. Toi, tu peux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, très peu, mais c'est effectivement à l'échelle de nos structures, on reste des artisans de l'architecture, ce qui est d'ailleurs une vraie questionnement. Si on reprend le point numéro 1 que tu as évoqué, effectivement, déjà une vraie question de fond sur la réalité des agences mono-personnelles. Donc, ouais, il y a beaucoup. Enfin, la perspective d'évolution sur ce modèle-là, moi, me pose énormément de questions depuis déjà de nombreuses années, même pendant que j'étais président, etc. Mais ça, c'est autre chose. Il y a quand même des moyens aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, dans nos échelles d'entreprise, en fait, l'entreprise n'est que le reflet de notre état, en fait, personnel. Donc, effectivement, cette notion aujourd'hui de surcharge mentale, de fatigue, de courir après les choses, ben, en fait, voilà, ça se reflète évidemment sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet de retrouver du sens dans ce qu'on fait, retrouver de l'énergie, retrouver du temps pour ça. Ça veut dire parce que voilà, ça veut dire du temps pour prendre l'air, faire du sport, faire d'autres choses, s'alimenter comme il faut, se ressourcer. Et ça, c'est d'autant plus un cercle vertueux pour derrière avoir du temps de réflexion. Justement, alors, je ne sais pas si elle est connectée à ce soir, mais lors d'une intervention avec une agence, elle m'expliquait le plaisir qu'elle avait à redécouvrir la course à pied pour aller se défouler. Elle se rend compte qu'au bout de 3 quarts d'heure de course à pied, elle avait des idées hyper claires qui arrivaient et c'était hyper porteur sur sa journée et sur sa semaine parce que ça avait déclenché des réflexions de fond, ou des visions un peu plus poussées. Donc voilà, tout ça pour vous amener effectivement à cette question que oui, c'est possible, il faut qu'on arrive à ne pas forcément subir cette structuration. On revient un peu sur le point 1 du mindset au final. Ben, c'est le Un cœur, petit peu, ouais. ça reste le cœur du réacteur. Ouais. Vous êtes le cœur du réacteur. C'est ça, vous êtes votre propre problème, mais vous êtes votre propre Propre solution. solution. C'est C'est l'avantage. ça. C'est l'avantage. Et on arrive sur notre dernière erreur. C'est voilà, le refus d'évoluer dans un modèle économique. Parce qu'en fait, effectivement, ce qu'on peut voir aussi, bon, Philippe a été présidente de l'ordre et à l'ordre pendant de nombreuses années, avec une volonté de vraiment des architectes crispés à tenir sur finalement la manière dont ça s'est passé pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il faut un petit peu se réinventer. De toute façon, on n'a pas le choix. Le monde est en plein mouvement. Ça bouge très vite. On est tous notre travail d'intérêt collectif Public. et d'intérêt public. Il faut absolument, voilà, arriver à ce que les architectes soient valorisés, soient au premier plan, puissent faire société. Et pour ça, il faut aussi qu'on tienne le coup financièrement. Donc, on avait juste noté trois items qui nous semblaient importants. Le fait d'être 100% prestataire de son maître d'ouvrage, ça, c'est un peu cette idée à la fois de comment on aborde un client, un maître d'ouvrage, ou comment on l'aborde pas, à savoir qu'on est un peu son alter ego et qu'on est là pour l'aider et pas forcément son prestataire avec cette forme de soumission. Ça va aussi jouer énormément sur le mindset, sur comment est-ce que notre client va nous percevoir, qu'est-ce qu'on va lui apporter et aussi cette idée de pouvoir lui apporter de nouveaux services. Et du coup, essayer au maximum de ne plus se positionner, c'est encore une histoire de mindset, de positionnement comme un prestataire, mais vraiment comme un véritable partenaire. C'est pas toujours évident. En tout cas, c'est souvent peut-être plus facile avec certaines maîtrises d'ouvrage publiques, étonnamment, je dirais, qui auront quand même l'habitude de travailler en partenariat avec des architectes,
peut-être de temps en temps moins évident avec certaines. En gros, ça dépend des personnes, Ouais, ouais. malgré tout. Mm. Et voilà, et c'est d'arriver à apporter aussi de nouveaux services. Alors, ces nouveaux services, c'est notamment dans le deuxième thème, c'est la diversité de l'activité. Donc, nous, on a vraiment touché un peu à tout. On a tout testé Pas tout. pour vous. Comme par exemple l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, le réemploi, le BIM manager, différents métiers comme l'assistance à la maîtrise d'usage, etc. Là, je vois le conseil, l'audit. En tout cas, c'est l'idée de trouver toujours ces stratégies, à la fois de pouvoir aller chercher des compétences que l'on a et qui sont fortes et que l'on ne va pas forcément tout donner au bureau d'études, sachant que c'est nos partenaires, on a envie de travailler avec eux, on s'entend bien, on s'organise et c'est agréable, mais aussi on peut aller chercher vraiment des missions que l'on sait, on n'a pas forcément besoin de transmettre et de donner. Et puis à la fois une dernière idée, peut-être là, qui vont vous faire sauter sur la chaise, c'est ben, pourquoi pas oser la promotion immobilière et de devenir architecte promoteur. Parce que, en fait, qui mieux que vous connaissez finalement les usages de vos futurs usagers, qui mieux que vous va aller pouvoir travailler avec eux, redonner en fait aussi de la valeur ajoutée à votre projet et de savoir où mettre l'argent dans cette promotion immobilière. Ça aussi, on va y revenir très fortement après. Et effectivement, là, on vous a cité cet exemple-là, parce que clairement, c'est ce qu'on a pu évaluer, donc on peut vous en parler. Mais on aurait très bien pu prendre d'autres issues, comme le contractant en général, c'est-à-dire effectivement être pas dans la maîtrise d'ouvrage, mais être dans le côté entreprise. Donc c'est aussi notre partenariat. En tout cas, ce sont des postures qui permettent de changer de paradigme et d'aller là où en fait les gens nous attendent. Si j'avais un petit effectivement résumé de ce slide-là, euh, c'est que on a ce qu'évoquait les tout à l'heure, le combat, on va dire, professionnel et citoyen que les architectes portent de par leur responsabilité, il est absolument louable, il faut absolument le mener de manière collective. Et effectivement, mon passage à l'ordre, je ne peux que parler de ces enjeux-là. Néanmoins, on parle d'échelle de temps et de responsabilité qui dépassent nos exercices. Ça, il faut en être conscient. Et donc, si les seules perspectives que l'on peut avoir à évoluer sont basées juste sur les évolutions culturelles de la société, nos dirigeants qui un jour vont peut-être comprendre ce qu'on fait, nos maîtres d'ouvrage vont passer systématiquement par l'architecte. Ben, en fait, je pense que ça risque de ne jamais arriver. Par contre, c'est comment est-ce qu'on met en place les vraies réflexions pour prendre les bonnes décisions sur ce qui nous concerne de suite, immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut nous changer à notre stade sans se pervertir? C'est là tout l'enjeu et on n'a aucun doute là-dessus puisque voilà, on fait partie d'une profession réglementée qui a de lourdes responsabilités. Donc c'est comment est-ce qu'on s'adapte au marché tout en véhiculant dans notre sac à dos tous les enjeux culturels, de qualité d'usage, de qualité architecturale, de qualité environnementale, etc. Mais qu'il faut être bien conscient que ce sont des données qui, dans 80% des cas, et peut-être 70% des cas, n'intéressent absolument pas nos clients, en tout cas en premier chef. Et donc, du coup, c'est voilà, comment est-ce qu'on leur parle réellement et qu'ensuite on embarque avec ces sujets-là. Hmm. Voilà. Peut-être qu'on fait quelques questions-réponses, ça vous va? Il y a Étienne qui a posé la question, il faudrait définir le revenu, entre parenthèses, salaire, dividende, remboursement de frais. Je ne sais pas trop exactement ce que veut dire ta question, mais effectivement, déjà, il est nécessaire Oui, en que. fait, effectivement, peut-être que ce qu'il dit, c'est que tu vas avoir de revenus, puis après, derrière, tu vas avoir quelques éléments d'avantage, Ah oui, comme oui, oui, tout à fait. Non, non, mais effectivement, quand on parle de revenus, c'est pas forcément effectivement la rémunération mensuelle que chacun se verse. Il peut y avoir des stratégies fiscales et comptables tout à fait différentes dans lesquelles il peut y avoir un transfert des revenus via des dividendes ou des avantages en nature, comme avoir un véhicule, comme avoir des mutuelles, etc. Peu importe, en tous les cas, on reste sur des revenus globalisés qui sont très, très bas, de manière générale, sur ces questions-là. Donc,
c'est impératif d'avoir ça en ligne de mire. On en parlera un peu après. Il y a un vrai sujet sur un blocage à l'argent qui est on va dire, assez généralisé en France et encore plus, on va dire, dans la profession. Il y a Emmanuel qui pose la question, peut-on faire de la publicité? Ah ouais, J'adore celle-là. merci, j'adore cette question. Oui, parce qu'effectivement, je découvre encore quasiment presque 30 ans après, ou je crois que c'est 25 ans, que oui, bien sûr qu'on a le droit de faire de la publicité. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, ça vaut pour n'importe quelle publicité, c'est de la publicité comparative, c'est-à-dire tout simplement de dire, avoir un panneau 4 par 4 en disant que tu es nettement meilleur que Laurent, qui est architecte dans la même commune et que donc il faut qu'il vienne par toi. Donc ça, c'est sûr que c'est interdit. Par contre, voilà, avoir un 4 par 3 avec ton offre de valeur, ta spécialité, tes références, évidemment que c'est totalement autorisé et bien sûr encouragé. Et quand on parle sur les réseaux sociaux, ça ne reste que de la publicité, hein, voilà. Alors, il y a Étienne qui dit, les incubateurs dans les écoles développent vraiment ces sujets. Alors, je pense que c'est, alors là, Oui, sur l'organisation et tout ça, le ça. Alors, là où je suis, moi, enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour les écoles et je suis pas dans une notion de critique de la formation initiale et de la HMO. Ça pourrait toujours être mieux, mais en fait, c'est pas l'objet de l'école. Euh, le HMO, effectivement, est déjà une belle entrée et pour les plus anciens qui sont autour de là, des PLG comme nous, ben, ça a l'avantage d'exister parce que nous, on se jetait dans l'aventure sans potentiellement aucune expérience d'entrepreneuriat. Là, ils ont au moins l'avantage de toucher du doigt certains éléments et en tout cas d'en prendre conscience. Et encore une fois, c'est pas le rôle de l'école de devoir forcément former là-dessus. Il y a d'autres sujets qu'ils ne font pas et qui me semblent être prévus, comme par exemple la seule aujourd'hui, obligation d'un architecte, c'est effectivement de déposer un permis de construire et jamais à l'école d'archi on t'apprend à déposer un permis de construire. Bon, ça c'est une boutade, c'est pas grave. Mais du coup, sur la question effectivement de l'apprentissage, euh, l'idée à minima, c'est là où par contre le reproche que je fais à l'école, c'est souvent ce que j'ai dit quand j'intervenais, c'est de ne pas véhiculer l'idée qu'à la sortie de l'école, justement, tu sois ultra prêt sur tous ces sujets-là. Et ça, malheureusement, j'ai trop entendu de discours d'enseignants ou de direction, etc., autour de l'école, qui gonflaient un peu à bloc les étudiants en disant, voilà, maintenant, vous êtes des spécialistes, des killers de l'architecture, allez-y, foncez sur le marché, etc. Et voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire attention et prendre conscience qu'effectivement, il y a tout un... Ça a coupé, là. ouais, c'est moi, je voulais voir si on le Pardon. voyait en plus grand, mais non. C'est effectivement de prendre conscience qu'il y a une deuxième casquette, on le verra après, effectivement, dans notre métier, en tout cas pour ceux qui ont décidé de s'installer, qui est deux casquettes qu'il ne faut absolument pas. En fait, on n'a pas à choisir entre les deux, entre chef d'entreprise et architecte. Si on a décidé d'être les deux, ben, il faut mener les deux de front et faire du mieux possible. Il y a Pascal qui pose la question, est-ce que l'accès au groupe Archipreneur est accessible via CPF ou LOPCO? Alors, merci pour la question. On en parlera peut-être juste à la fin quand on présentera un peu les choses, mais à l'heure actuelle, malheureusement, non. Parce que les démarches sont très longues et qu'on voulait avoir suffisamment de recul pour ben, voir aussi si on était légitime et si on apportait des résultats, ce qui a l'air d'être plutôt le cas, des beaux retours que l'on a. Donc potentiellement, oui, dans l'avenir proche, pourquoi pas. En tout cas, on est en démarche avec le Conseil national pour, à minima, bien sûr, valoriser les heures de formation non structurées. Donc ça, c'est d'office. Et par contre, effectivement, la démarche est en cours pour que l'accompagnement qu'on peut délivrer valide aussi la formation obligatoire. Euh, il y a David qui dit que lui, il a bien fait une structuration interne, si je comprends bien. Donc, c'est super. Bravo, David. Ouais, top. Alors, attendez, il y a des questions qui arrivent un peu qui me fait monter. Je reviens. Alors, il y a Alem qui a fait un grand message. Bonjour, merci de votre abord
commercial et financier du fonctionnement des agences, mais nous faisons déjà beaucoup pour nous faire connaître là où nous sommes actifs. En fait, nous sommes invisibles puisque très peu d'entre nous sont élus. Et par ailleurs, notre impact économique est largement ignoré par les partenaires financiers, en particulier les banques. Pensez-vous que l'ordre pourrait orienter son action pour nous appuyer sur cet aspect? La construction est un facteur de développement. Je crois que j'ai un peu répondu à cette question. Moi, c'est typiquement le genre de question aujourd'hui que j'essaye d'éviter. Parce que tout simplement, en fait, on n'a pas de réponse. Dès lors qu'on met, on repose le problème à un tiers, donc à l'occurrence l'ordre, les banquiers, le ministère, etc. En fait, tu maîtrises absolument pas la réponse et quand et comment est-ce que ça va vraiment être avancé dans le bon sens. Donc, je t'assure que, par contre, ce qui est vraiment, peut avoir vraiment de l'impact du jour au lendemain, c'est vraiment toi de changer de posture, de changer ce qui est apporté directement dans la manière dont tu abordes un futur client avec une offre très particulière qui lui est dédiée, etc. C'est quand même un peu évoqué Leslie. Et ça peut paraître bizarre, ça peut paraître étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais je peux te garantir que c'est vraiment très très efficace et ça cible vraiment. Donc, oui, voilà, il faut, je pense, compter sur nous essentiellement, même si on n'oublie pas les combats collectifs qu'il faut mener en parallèle. Et Camille qui dit, pourriez-vous parler davantage de votre expérience personnelle? Je crois savoir que vous êtes une quinzaine. Oula, attendez, c'est remonté. Avec 20 ans d'agence, au bout de combien de temps avez-vous réussi à trouver votre équilibre? Hmm, Très bonne question. super question. Du coup, je profite pour vous expliquer un peu une très bonne transition. Qui nous sommes. Donc, on est aujourd'hui un écosystème de 3 sociétés à mission. Seuil Architecture existe depuis 2005, effectivement. Donc, on a une agence d'urbanisme et d'architecture à fort impact sur la co-construction, l'éco-construction. En 2019, on a créé Una Ingénierie, qui est principalement un outil adapté à l'assistance à maîtrise d'usage, à tout ce qui est économie circulaire. On fait de la DET, on fait aussi de l'OPC, de l'économie de la construction. Et ça, c'était aussi pour répondre à un marché qui était particulier, qui était aussi un marché pour les promoteurs qui avaient du mal fortement à laisser en fait les agents d'architecture réaliser le suivi de chantier. Et cet outil nous a permis ça dans un premier temps, et dans un deuxième temps de développer tout le volet environnemental et participatif. Et en 2021, comme on s'ennuyait, on a décidé de lancer à l'issue du Covid une société de promotion immobilière plutôt à fort impact de transition climatique pour les habitants et les services associés, avec la réalisation aujourd'hui de 3 opérations et en lancement en cours d'une 4e. Donc aujourd'hui, voilà, donc nous, notre projet, c'est, là je vous le résume en 20 dates et 20 images. Chacun d'entre elles fait référence à la livraison véritablement d'un bâtiment, à l'exercice de notre profession sur les 20 dernières années. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, où nous sommes installés jusqu'en 2012, en définitive, entre ces 2 dates, il s'est passé 8 ans. 8 ans où, au bout de ces 8 ans, on a connu une baisse assez drastique de la commande publique et on était, pendant ces 8 ans, 100% architecte. Voilà. Et après ce premier revers brutal, on a vraiment pris conscience qu'on était dans une double illusion. La première illusion, c'était que finalement, pour avoir une agence d'architecture, il suffisait simplement d'être architecte. Hmm. Ça, c'était la première illusion. Et puis, la deuxième illusion, c'était en fait, comme on est rentré dans le marché du travail où il y avait pas mal de boulot et on a avancé au fur et à mesure du marché, de ce qui se présentait, on a vu presque l'impression qu'on s'était posé la question de ce qu'on voulait véritablement faire, qu'est-ce qu'on voulait porter, etc. Mais une fois qu'on était au pied du mur et qu'on s'est retrouvé avec moins de boulot, on s'est dit, bon, il y a 2 possibilités. Soit on est de nouveau salarié, soit on fait autre chose, soit on se pose la question finalement de qu'est-ce qu'on veut transmettre, donner, offrir avec notre travail.
Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment, je pense, en étant au pied du mur, on n'est plus rien à perdre. On s'est dit, bon ben voilà, maintenant on n'a plus le choix que d'exercer en cohérence avec nos valeurs et avec ce qu'on voulait faire. Donc en fait, ce moment dur et cet effondrement a fait qu'on a eu ce déclic où on s'est dit, ben non, on va se faire coacher, on a ouvert en fait, on a eu l'opportunité et on a ouvert les bras à autre chose. Et à ce moment-là, ben, on a eu une série de projets qui sont arrivés, qui étaient complètement en cohérence. Je ne vais pas vous parler un peu du type de projet, c'est pas l'objet. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on a commencé à se structurer, à avoir ensuite une dizaine de salariés. On a eu des bons indicateurs. Et puis, en 2019, on a vraiment consolidé ces fondations. On a accéléré. Donc là, on a eu les pôles dont je vous ai parlé, architectes, ingénieurs. La promotion, là, on la marque là en 2019, mais elle arrive un petit peu après, en 2021. Et on a eu une très forte croissance. Et puis, Jusqu'à 25 collaborateurs. voilà, 25 collaborateurs avec une très belle opportunité de valorisation de notre agence à 2,5 millions d'euros, avec notamment cette promotion immobilière. Bref, quelque chose qui s'annonce vraiment très sympa. Et puis, on a eu aussi en contrepartie certains projets, des projets publics qui se sont arrêtés du jour au lendemain, un certain nombre de relations avec certains promoteurs et nous, notre propre promotion qui a subi en fait un arrêt assez brutal. Et on a de nouveau mis un genou à terre. Et là, on a eu une énorme chance parce qu'on a été dans un accélérateur, l'accélérateur Bpifrance France, où on a été auprès d'agences structurées, centres. Il y avait des petites agences, mais il y avait quand même plutôt des grosses agences comme Arte Charpentier, où ils sont plutôt 80, Anma, Anma, Betsys. voilà. Bon, voilà, des gros faiseurs, et jusqu'à des agences à 120 personnes. Et on a pu voir à travers, pendant 1 an et demi, un peu finalement être auprès d'eux, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Et finalement, on partage à peu près les mêmes problématiques, si ce n'est ceux qui sont à l'export, à l'international, qui ont encore, là, ça ouvre encore une boîte de Pandore un peu différente. Sinon, on s'est rendu compte qu'on avait, nous, finalement, testé beaucoup de choses. On avait tenté beaucoup de choses, même beaucoup plus que des grosses agences qui étaient très structurées. Et ça nous a donné envie, en tout cas, deux choses. Le premier, c'est qu'on a regardé ce qu'on a fait en arrière. On s'est dit que vraiment, on avait une très belle production et ça, vraiment, ça a été fort. Ça veut dire que aussi, dans ces moments durs, c'est de dire est-ce que j'ai fait de l'alimentaire ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a porté? Ça, il me semble fondamental. Et puis, un deuxième point, on s'est dit, ben, finalement, il faut aussi que pendant toutes ces années où on a connu des hauts et des bas, et qu'on puisse partager ce retour d'expérience, ces problématiques. Et en 2025, on a lancé Archipreneur, une fois qu'on a pu vraiment restructurer, relancer ce projet. Aujourd'hui, on est vraiment en mode beaucoup plus hybride. Euh, c'est ce qu'on a appris. On n'a jamais eu autant de trésorerie, autant une belle perspective qu'aujourd'hui, Mm. avec tous ces outils qu'on a mis en place, mais avec moins de personnes, avec des gens qui sont en free, des gens qui sont ici, des gens que l'on valorise, vraiment tout un mode très particulier et qui est très très efficace aussi pour pouvoir piloter et avoir de l'agilité. Mm. Mais effectivement, du coup, en lien direct avec la question qui a été posée, c'est une notion d'équilibre. Je pense que là aussi, c'est aussi une claque que l'on a pris, parce que durant ce parcours-là, où ben, vous l'avez compris, 2010, on est parti complètement à zéro, hein. On a licencié la totalité des salariés de l'époque. On était déjà 5-6 à l'époque, et on est reparti à zéro. Donc c'est là où on a eu le premier déclic de se dire qu'il nous manquait des compétences pour structurer et pour avoir une vraie vision d'entreprise. Donc, on a mis les pieds dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le mentorat déjà à ce moment-là, et puis on n'a jamais, plus jamais quitté. Donc, voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive aussi à développer. Et puis, effectivement, avec cette ascension un peu vertigineuse qui, en fait, a alimenté énormément l'ego, en fait, puisque du coup, on était dans un schéma, malgré tout, de croissance très par le volume, donc le volume du chiffre d'affaires, les collaborateurs, etc. Malgré tout, dans une lignée, dans une vision qui était la nôtre, qui était effectivement d'alimenter cet écosystème très pluridisciplinaire,
Donc ça a été des périodes ultra riches parce qu'on avait au sein de l'agence 5 à 6 métiers différents, tout ça travailler ensemble, etc. Donc c'était vraiment été très très porteur. Néanmoins, avec des gros enjeux aussi qui se sont rajoutés. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent on peut prendre un maximum de risques sur les phases de croissance, donc ça a failli être le cas par des arrêts brutaux comme l'a évoqué Leslie. Et justement, le fait qu'on ait cette base solide de structuration, de réflexe et de mindset pour pouvoir rebondir, pouvoir organiser les choses, pouvoir lever la tête, a fait qu'en fait on est sorti très tôt de ce sujet-là, parce que mettre un pied à terre ou un genou à terre, ben, ça arrive à tout le monde et c'est le parcours d'un entrepreneur. Et là, ce qui fait la différence, c'est la capacité à le relever le plus vite possible. Et donc, effectivement, comme dit Leslie, ben, 2025 a été pour nous la meilleure année depuis tous les temps en termes de projet, en termes de rentabilité, en termes d'équilibre aujourd'hui. Mais répondre à cette question d'équilibre, c'est, je pense, un leurre d'imaginer qu'il y a à un moment donné un équilibre parfait. En fait, il faut être tout le temps en mouvement et être en capacité de s'adapter aux choses, en fait. Et aujourd'hui, ce qui est équilibre, potentiellement dans 5 ans, c'est plus un équilibre parce que voilà, de nouveau le marché a changé, etc. Donc c'est plutôt notre capacité à avoir de bonnes fondations et avoir cette capacité de vision, de pilotage qui fait qu'on arrive à s'orienter par rapport à ce qui se passe. Et l'image que vous pouvez avoir, c'est que dans la vie, dans la nature, il n'y a rien qui stagne. C'est soit vous êtes en croissance, soit vous mourrez. Quand on dit croissance, c'est pas forcément cette course au chiffre d'affaires. C'est croissance, c'est aussi dans votre manière d'apprendre les choses, d'avancer, etc. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est ce mouvement. C'est qu'on est obligé d'être en mouvement et d'être toujours dans cette alerte. Ok, super. Du coup, si c'est ok pour vous, donc là, ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble, Ouais, là. accélérer. On vous propose de voir 4 piliers majeurs pour reprendre les commandes, hein, voir voilà, si vous pouvez trouver des astuces qui peuvent vous permettre dès aujourd'hui, dès demain, d'aller de l'avant, de voir ce que vous pouvez faire et mettre en place dans vos agences. Ben, vraiment, ça sera avec plaisir si ça peut vous aider. Donc, Euh, le premier pilier, voilà, adopter un nouveau mindset. On revient, vous voyez, on l'a mis en premier, c'est pas pour rien. C'est encore une fois, on va être lourd là-dessus, mais le premier changement, il passe par vous, par la personne, par la manière de voir les choses et de voir surtout les perspectives. Donc cette question aujourd'hui d'arrêter cette dualité entre je suis architecte et je suis chef d'entreprise, vous devez porter les deux. En tout cas, voilà, si vous voulez continuer à pouvoir porter vos agences et vos projets. Et donc, c'est comment est-ce qu'effectivement on se réconcilie avec ces deux casquettes et comment est-ce qu'on met en place les bons outils pour faire en sorte à ce que on soit à l'aise dans ces deux entités. Du coup, le deuxième gros levier que je vous évoquais, qui est très franco-français, et encore plus, enfin en tout cas très, très ancré aussi dans la profession, c'est effectivement cette culpabilité à gagner de l'argent, euh, qui soulève plein de sujets qui vont au-delà de la posture d'entreprise, hein, c'est aussi des sujets personnels. Mais comment est-ce qu'on peut réconcilier le fait de bien faire son travail, être hyper engagé. Donc, Leslie vous a évoqué le fait qu'on est entreprise à mission. Donc, dans nos statuts, on a une obligation de résultat sur des missions sociétales. Donc, on a 3 missions. Donc, on est ultra engagé. Néanmoins, et je dirais même que ça va de pair, on est très attentif à gagner de l'argent de notre activité parce qu'on considère que si l'agence n'est pas suffisamment costaud, si elle n'est pas forte, elle ne peut pas être en posture de pouvoir impacter sur des projets, à pouvoir refuser des projets parce que c'est pas dans la valeur, et que on n'est pas aussi en capacité de donner toute la valeur à nos collaborateurs, à donner les bons moyens, les bons outils, les bonnes rémunérations qui vont avec. Et donc, c'est un cercle vertueux. Et c'est pas pour rien, c'est une des raisons qui nous a amené effectivement à s'investir aujourd'hui auprès de la profession par rapport à ça. Beaucoup nous disent, mais vous êtes fous, vous êtes en train de former vos concurrents. Oui, peut-être, mais je suis surtout en train d'essayer de participer du mieux que je peux à amener, à faire monter la profession, parce que on parlait souvent je vois dans vos questions, etc., sur les questions de rémunération, etc. Si on fait en sorte à ce que collectivement, on arrive à faire monter les prix, parce que c'est pas parce que l'État a décidé de mettre un barème, mais parce que collectivement, on a compris
les enjeux de la commercialisation et du marketing, etc., ben on s'en sortira tous beaucoup mieux pour défendre nos projets. Donc ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui ultra majeur par rapport à ça. Et donc, voilà, Tu l'as déjà dit, en le fait. côté dire non, c'est ça, c'est effectivement pouvoir être en mesure d'avoir la capacité financière et de structuration mentale pour être capable de refuser des projets. Ça peut paraître paradoxal, mais sur la période, sur l'organigramme que vous avez vu tout à l'heure, sur la période où on a touché le fond, on n'était plus que tous les deux, en 2010, eh ben, la première année, on a refusé des projets qui rentraient, qui étaient, entre Mm. guillemets, des projets tout venants. Les gens nous prenaient pour des fous, mais on savait que si on repartait sur cette typologie de projet, la référence amenant la référence, etc., eh bien, on n'allait pas s'en sortir. Et donc, c'est aussi, voilà, cette capacité à pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Donc, effectivement, investissez vraiment en vous sur ces sujets-là. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Et c'est surtout que c'est là où il y a le plus de résultats. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir, hein, de toute façon. Donc, vous êtes vraiment Vous êtes au bon endroit. sur le bon chemin, quoi. Ça, c'est sûr. Le pilier numéro 2, on l'a vu, c'est sur la structuration. Donc, une fois qu'on a la bonne vision, le bon mindset, c'est comment est-ce qu'on se structure un minimum. Donc, on l'a vu, il y a deux grandes familles. Il y a l'organisation en interne, Mm. et donc effectivement que les rôles de chacun soient très clairs. Et il y a cette notion de responsabilité. Là aussi, beaucoup d'erreurs en termes de RH qui a été autour de la question du titre. Je suis chef de projet, je suis assistant, je suis DAF, etc. Et donc d'élaborer en fait une organisation de tâches au travers des titres, ce qui est en fait une bêtise, euh, parce que ça ne va pas forcément avec la notion de responsabilité. Un exemple très concret par rapport à ça, un chef de projet, voilà, qui donne à l'assistant chef de projet des choses à faire, puis l'assistant chef de projet n'est pas responsable de ça, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il a fait ou il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, en tout cas, Il est rentré. il redonne l'état d'avancement où il en est à son chef de projet, et le chef de projet va devoir du coup compenser ce qui n'a pas été fait dans la journée. Ou voilà, ou si c'est vous parce que vous avez un collaborateur. Et donc c'est vraiment d'encadrer cette responsabilité. Tu es responsable de ça, quitte à en faire moins, quitte à demander, quitte à couper, quitte à dire ça ne passe pas dans le temps. Du coup, vous me donnez cette tâche à faire, mais dans ce temps, une partie, je n'y arriverai pas. Donc, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un jour de plus, etc. C'est ça qu'il faut arriver à structurer dans l'organisation et les responsabilités. Et l'avantage, c'est qu'en plus, du coup, ce niveau de responsabilité, vous pouvez l'affecter à n'importe quel niveau de hiérarchie, entre guillemets, au sein de vos équipes. Parce que, voilà, même en poste de secrétariat, la personne peut être responsable de telle ou telle tâche. Ça n'a rien à voir avec son niveau de compétence, etc. Donc, ça, c'est très important. Et du coup, le deuxième gros levier, c'est effectivement d'arriver à mettre en place un minimum de processus, de procédés qui vont permettre gagner du temps parce que vous allez mettre en place quelque chose qui va vous permettre de gérer la répétitivité. Et dans notre métier, on a quand même beaucoup de tâches répétitives, même si notre cœur de métier, on est sur du prototype en permanence, mais dans la réalité des actions, il y a beaucoup de choses qui sont répétitives. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut optimiser tout ça? Autant vous dire que l'époque que l'on traverse avec l'IA est en train de totalement bouleverser ce genre de sujet. Donc, même une entreprise solo, je dirais, il y a 3-4 ans, j'avais beaucoup de mal à imaginer la suite. Aujourd'hui, avec tous les outils qui sont en place, ça ouvre quand même de perspectives là-dessus. Si, ça peut effectivement vraiment venir en aide rapidement. Donc, comment on met en place ces process pour que vous puissiez optimiser votre temps et le passer là où il y a de l'intérêt, là où vous amenez de la valeur ajoutée, et sur le développement, sur la prise de recul, sur la vision, etc. Et au travers, on a parlé de l'IA, mais évidemment qu'aujourd'hui, il y a de nombreux outils qui sont directement des outils adaptés à la profession, mais il y a des outils plus larges qui sont là pour organiser un peu les choses, les mettre en place dans des process. Donc, vous en avez cité certains, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est pas magique. Il faut se former souvent, il faut rentrer dans le process. Mais n'empêche qu'on peut quand même faire des choses assez simples des fois et avoir un minimum de structuration.
Et c'est la question crash test. Et ouais, la question crash test, alors pour tous ceux qui sont effectivement solo, ça va être compliqué. Encore que voilà, encore aujourd'hui, on a des solutions, mais clairement aujourd'hui, quand vous êtes dans des structures 1, 2, 3 personnes, le vrai crash test, il est là, c'est de dire, ben, j'y m'arrive un pépin ou je dois m'absenter pendant un mois, quid de l'agence? Qu'est-ce qui se passe? Et si effectivement la réponse est, ben, au bout de 2 semaines, c'est la mort, il n'y a plus rien, bah, du coup, ça veut dire que vous êtes ultra fragilisé et que c'est pas peut-être le bon chemin. Donc, encore une fois, c'est voilà, une prise de conscience et c'est absolument pas une fatalité. Je sais que voilà, plein de dire, ouais, mais voilà, dans mon territoire, c'est compliqué, il n'y a pas de marché, etc. Oui, c'est une réalité, mais c'est pas une fatalité, on peut avancer. Le troisième pilier, c'est d'avoir les bons indicateurs. Déjà, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Et là, on vous a pris uniquement le volet financier. Donc, c'est ce qu'on évoquait, c'est peut-être avoir un switch. Et ça, autant peut-être les indicateurs de CA, je dirais peut-être que 50% des archis ont déjà un peu ce minimum de suivi. Encore est-ce qu'il est régulier ou pas, c'est encore autre chose. Mais par contre, la gestion de trésorerie, là, on commence à tomber dans vraiment des cas très particuliers. Et pourtant, c'est vraiment ce qui fait la différence. Nous, on l'a vécu de manière assez féroce il y a 5 ans, 5-6 ans. On ne pilotait que pour le CA et que, en fait, voilà, on s'est rendu compte que on allait droit au mur et que d'avoir aujourd'hui impérativement cette gestion de flux financiers qui rentre et qui sort de votre compte en banque, c'est absolument nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, qui des fois peut être décorrélé du chiffre d'affaires actuel, de la prévision. C'est-à-dire que vous pouvez, en ayant du cash, anticiper des actions de communication, anticiper une nouvelle embauche parce que vous voulez développer quelque chose, anticiper de prendre quelqu'un pour vous aider sur un sujet, etc. Et sans trésor, c'est la mort. Donc là, on évoque rapidement le fait de dire d'avoir au moins 3 mois de trésorerie de côté. Voilà. En fait, ouais, nous, ce qu'on a vécu vraiment, c'est des banquiers qui, finalement, ont toujours été à nos côtés et qui, au moment où on n'a plus de trésor, où on demande des avances, on demande aussi d'avoir comment on appelle ça, euh, sur le compte bancaire. Des découvertes Des autorisées. découvertes, merci, autorisées, finalement, qui nous disent, ah ben, attendez, aujourd'hui, dès demain, vous avez plus de découvertes autorisées. Donc Ouais. ça nous est arrivé. C'est-à-dire que c'est Ouais. le moment où on va le plus mal, qu'on nous ferme la porte. C'est Ouais. un truc insupportable. Donc ça, c'est effectivement un des éléments à retenir Ah aussi. ouais, C'est vraiment. quand vous avez de la trésorerie, c'est à ce moment-là qu'il faut demander tous vos découvertes autorisées. C'est à ce moment-là qu'il faut demander des prêts de trésorerie pour refinancer vos logiciels, votre voiture, etc. On n'a pas le réflexe. On va souvent voir le banquier que lorsqu'on en a besoin et c'est là où on lui fait le plus peur et donc c'est là où il nous ferme la porte. Donc ça, c'est voilà, à intégrer dès lors que vous avez un peu d'argent de côté, ben, ne le craquez pas et voilà, avoir cette gestion aujourd'hui de faire des effets de levier avec la banque. Et donc, dans les effets de levier, on a cité vraiment très peu basique, mais sur les histoires de facturation. Donc, il y a tout un enjeu à faire le banquier le moins longtemps possible pour nos clients, parce que c'est un des gros critères de notre profession. Mais pour ça, voilà, il y a quand même des solutions, notamment les minimums d'acompte systématiques chaque fois qu'on lance un contrat. Pour que ce soit du privé ou même du public. Aujourd'hui, nous, on a demandé à pouvoir mettre en place des acomptes. Souvent, c'est quasiment à 80% accepté. Bon, même, oui, je dirais quasiment tout le temps. Après, on peut négocier le taux, etc. Mais en tout cas, il y a une très faible raison pour laquelle ça peut être annulé. Et donc, c'est par phase, hein. Ça veut dire que, par exemple, on va commencer l'APD, on demande un acompte sur l'APD. En phase intermédiaire, on peut faire une autre facture. Et presque après, si c'est une phase qui dure un peu, bon, par exemple, un pro, admettons, on va pouvoir demander vraiment l'acompte, le paiement intermédiaire et à la réception. Et quand vous facturez le solde de l'APD, par exemple, vous incluez déjà les 30% du pro derrière dans la facturation. Exactement. Donc, c'est de se dire parce que les délais de paiement sont longs, on le connaît. Donc, à minima, vous faites que être à peu près dans le timing du moment où vous exécutez réellement la mission. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a des dispositifs après de céder certains marchés à votre banque, etc., pour vous déclencher l'argent dans les 48 heures. Ça, c'est voilà, il y a plein de petits détails. Ça, on a déjà testé aussi.
Voilà, mais donc voilà, c'est vraiment être très très exigeant sur faire rentrer l'argent, évidemment. Ça, c'est un des leviers principaux. Après, tu voulais parler du CIR. Ouais, après, donc ça, là, on rentre dans d'autres dispositifs un peu plus particuliers, mais sur lesquels les agences sont tout à fait aussi légitimes pour, par exemple, valoriser de la recherche, Nous, on l'a puisque fait, oui, sur plusieurs années. 10 ans. On a fait en fait des crédits impôt recherche. Donc ça, c'est vraiment des sujets aussi que nous, on aborde plus particulièrement. C'est vraiment très intéressant parce qu'on fait tous souvent de l'innovation. Ça peut être de l'innovation sociale, de l'innovation sur une façade, sur des matériaux, sur des procédés. Ben, tout ça, ça se valorise. Ça se valorise. Ça nous permet aussi de travailler souvent en partenariat avec vraiment des structures en fait, qui nous permettent de valoriser ce cire, mais aussi en partenariat avec des laboratoires de recherche. C'est très intéressant et ça nous permet de récupérer vraiment des financements, même sur 2, 3 ans, on peut aller faire de la récupération financière. Donc à ne pas négliger. Ouais, exactement. Et puis le quatrième pilier, Donc, le quatrième pilier qui, voilà, encore une fois, exprime qui était notre vision à nous, hein. On avait envie de se développer là-dedans, et puis qui est, voilà, qui n'est pas forcément une recette, hein. Mais nous, on a choisi effectivement de s'appuyer sur le pilier promotion pour la première raison qui était déjà d'être en lien avec notre mission, qui était de régénérer nos milieux et donc pour cela participer à la réhabilitation du patrimoine de nos territoires et donc de travailler sur exclusivement la réhabilitation. Euh, donc la légitimité des architectes dans cette partie-là de l'activité, elle est totalement forte puisque on bénéficie d'une aura du grand public sur ce côté-là et on a une expertise sur à la fois la valorisation des biens et sur, bien sûr, derrière la concrétisation, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on clairement on visualise un projet, on le mène à bien et on le réalise. Ben ça, dans le cosmos, on va dire, de l'acte de construire, il y a assez peu d'acteurs qui ont toutes ces casquettes. Alors, il nous en manque, hein. Il manque la casquette, effectivement, d'avoir une vraie vision de pilotage global d'un projet immobilier, gestion financière, etc. Mais qui ça sont, s'apprend, ça voilà, s'apprend. qui s'apprend et qui sont vraiment absolument pas monstrueux, parce que le cœur du réacteur, c'est vraiment ben, savoir identifier un bien et comment est-ce qu'on peut le transformer, savoir faire de beaux logements à travers, savoir gérer un chantier pour que tout soit bien réalisé. Et à partir de là, c'est ce qu'on vend et c'est ce qui réussit. Donc, la- la- le levier de ça, c'est que ça peut se faire à n'importe quelle échelle. Là, voilà, ça c'est une deuxième opération qu'on avait livrée, qui est ces 6 logements. Mais ça peut très bien commencer par un appartement. Il y a tous les niveaux sont accessibles. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai déjà pas d'argent pour fonctionner, alors comment je peux avoir de l'argent pour lancer une opération immobilière? Ben, en fait, là aussi, ce sont des croyances limitantes, ou en tout cas des éléments que l'on nous fait savoir, mais pour la petite histoire, les 2 opérations, même la troisième qui est en cours, on ne fait 0 apport de banque sur ces 3 opérations. Pour autant, celle que vous avez à l'image, c'est une opération qui était déjà quasiment 1 million d'euros de travaux, qui a été financée totalement sans crédit. Donc, il y Non, a des, voilà, il y a des solutions, il y a des techniques, il y a des problèmes de positionnement pour porter ça. Et la petite expérience que je voulais vous partager, mais voilà, qui nous est propre, lorsqu'on a commercialisé ces appartements-là de la Magnanerie, les futurs acquéreurs venaient à l'agence pour regarder les plans, s'en aller, et travailler sur l'usage et complètement adapter les plans à leur image. Et en fait, les gens arrivaient avec des étoiles dans les yeux parce que venir dans une agence d'archi avec voilà, des gens qui travaillent, qui produisent des maquettes, etc., ils venaient vraiment pour eux se faire plaisir. C'était pas du tout une relation purement commerciale que peut avoir quand ils vont voir un agent IMO qui vend pour un promoteur un appart. Et donc, le rapport est totalement inversé et ce qui nous met vraiment en avantage par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment un retour d'expérience qui est très chouette. Et puis, voilà, on a un boulevard devant nous sur la question de la réhabilitation, de la régénération un peu de nos territoires, les centres-bourgs, etc., dans lequel on est vraiment bien positionné.
Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous partager là-dessus. Et donc, voilà, encore une fois, ça nous correspond. Tout le monde ne se positionne pas là-dessus. Et là, la question qui était posée tout à l'heure, dire est-ce qu'on a le droit de faire de la publicité? Ben, du coup, j'anticipe peut-être une des questions, c'est mais en tant qu'architecte, on a toujours dit qu'on ne pouvait pas être aussi promoteur. Ben oui, votre société d'architecte ne peut pas être aussi une société de promotion. Par contre, vous pouvez tout simplement créer une nouvelle structure dédiée, une structure commerciale qui a pour fonction d'être un promoteur immobilier. Et la seule obligation que va vous demander l'ordre, c'est tout simplement de déclarer ce lien d'intérêt-là avec l'ordre. Donc, vous faites un courrier à l'ordre en disant que vous êtes aussi co-gérant ou gestionnaire ou directeur général, peu importe, d'une société de promotion. Et nous, ce qu'on faisait, on rajoutait une couche parce qu'en fait, ce que pourrait vous reprocher reprocher la profession, c'est de ne pas être transparent avec vos futurs clients ou vos clients sur votre double statut. Et donc, nous, dans les documents de réservation des logements, il y a une attestation que signaient les futurs acquéreurs comme quoi elles étaient bien au courant que nous étions à la fois l'architecte et le promoteur. Et encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'était au contraire un très gros avantage pour eux, plutôt qu'une contrainte, parce qu'ils étaient totalement rassurés d'être accompagnés par un architecte promoteur par rapport à ça. Il y a plusieurs questions sur la promotion, peut-être que je les ouvre. Laurence qui dit: «Je suis architecte maître d'œuvre depuis 23 ans et j'étudie en ce moment la possibilité d'ouvrir une seconde société de marchand de biens. La première société travaillerait pour la deuxième. Est-ce admis par l'ordre des architectes?» Exactement, donc c'est ce que je te disais. Donc effectivement, il te suffit de créer officiellement cette structure, d'en informer l'ordre par une lettre effectivement de lien d'intérêt. Et voilà, donc côté ordinal, tu as assouvi tes obligations. Et après, ce que je te disais, nous, voilà, on a intégré ce document officiel que l'on fait signer aux acquéreurs pour que, ben, pareil, cette notion de juger partie, puisque voilà, souvent on entend, mais vous pouvez pas être jugé partie, qui est une grosse connerie. Ben, là, au moins, vous êtes transparent avec votre client et c'est ce qu'on vous demande. D'autres questions sur la promotion. Rim qui dit: «Se lancer dans la promotion immobilière simplement via une SCI ou via un autre type de structure?» Alors, le véhicule, on va dire, juridique de ton projet dépend vraiment de ce que tu veux faire. Généralement, si tu t'engages dans l'immobilier pour faire du patrimoine, c'est-à-dire conserver le bien parce que tu veux le louer, etc., c'est plutôt porté par des SCI. C'est plutôt l'objet de ce type de société. Si tu veux faire de l'activité immobilière en achetant, rénover et vendre, ce sont plutôt des sociétés commerciales type SARL, SAS ou autre, peu importe. Et je dirais même ensuite, ça c'est la maison mère, et qu'ensuite généralement tu réouvres des sociétés attachées à chaque projet. C'est aussi pour des questions de sécurité, s'il y a un souci sur un projet, etc., de pas venir complètement avoir des impacts sur ta structure. Donc voilà, voilà. Plutôt SCI, c'est plutôt fait pour du patrimoine et plutôt SAS, SARL, peu importe, sur des activités commerciales. Il y a David qui pose une question sur laquelle on s'est cassé les dents, mais on a réussi. Quid de la garantie de parfait attachement qui est très difficile à obtenir en période de crise immobilière? Ouais, exactement. Et ça a été une très très belle question parce que sur cette opération que vous voyez, comme je vous disais qu'on a fait zéro banque, il faut savoir que la garantie de parfait achèvement, elle est généralement donnée par le banquier qui te fait aussi le prêt. Donc, quand vous n'avez pas de banque, c'est encore plus compliqué d'aller chercher des GFA. Et là, on parle de GFA sèche. Du coup, c'est une GFA que vous avez justement sans financement. Et donc, effectivement, il a fallu qu'on trouve des acteurs qui permettaient de faire ça. Et donc, ben, on a réussi à trouver effectivement un opérateur qui nous a permis de délivrer la GFA avec notamment un gros soutien de la MAF puisque du coup la MAF nous a fait la DO, le dommage ouvrage, sur le projet, et donc ça a consolidé le dossier sur cette opération. Donc Et le fait c'est d'être pour ça. architecte, ça avait facilité aussi. En tout cas, l'acteur qui nous a fait la Voilà. GFA, effectivement, était quand même intéressé à nous accompagner parce que voilà, on avait quand même un profil plutôt rassurant. Encore une fois, c'est exactement ce que je vous disais, c'est qu'on on est quand même, on va dire, le côté sécurité de l'acte de construire aujourd'hui, c'est les archis. Donc, dès lors que le projet tient le coup et que son bilan soit propre, etc., il n'y a pas de raison, ça peut se trouver.
Donc, on arrive un peu à la conclusion oui, il est temps de devenir architecte entrepreneur de demain. Donc, on a vu un peu à chaque fois les 4 piliers que sont le mindset, la structuration, la finance. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Oups, pardon. Et la promotion, c'est des items, on aurait pu en mettre d'autres. L'objectif pour nous, alors c'est vrai que c'est des questions, vous posez les questions et on répond, mais l'objectif pour nous, c'est peut-être vraiment de passer un petit peu de temps à répondre encore à quelques questions. J'en ai vu une qui était aussi en dehors. Voilà, Étienne qui posait la question, quel est le turning point selon vous pour recruter son premier salarié quand on est seul? Alors ça, eh bien, effectivement, alors nous, on a un peu souvent des idées de qui c'est qu'il faut recruter au début. Philippe peut-être pourra en parler. Puis peut-être que je pourrais parler aussi de moyens aussi de recruter de manière très efficace. Ouais, effectivement. Du coup, ça s'apprend aussi à recruter. Donc, ça fait partie des process, justement. Alors, ta question, là, elle n'a pas de réponse toute faite parce qu'effectivement, ça dépend vraiment du contexte où tu en es aujourd'hui déjà du chiffre d'affaires hein, qui est assuré. Quelles sont surtout potentiellement les perspectives que tu peux avoir derrière? Est-ce qu'il y a du projet sous le pied et qu'il n'y a plus qu'à dérouler? Euh, si on prend, on va dire, le chiffre moyen que l'on dit, que l'on annonce généralement globalement dans l'entrepreneuriat, qui est voilà, qui peut s'appliquer aussi aux agences, et qu'on dit que en fait, il faudrait atteindre un chiffre d'affaires entre 80 et 100 000 euros par tête. Donc, on va dire que potentiellement, si tout seul, tu es encore très en dessous de ça, ça veut dire qu'il y a encore une marge de manœuvre d'optimiser les choses. Et ça ne veut pas forcément dire ne pas embaucher, ça veut dire embaucher potentiellement sur des tâches très particulières, donc d'où peut-être effectivement des aides freelance, etc., pour potentiellement te délester de tâches à faible valeur et que toi, tu puisses te concentrer au développement et aller chercher effectivement du taf pour ben, aller récupérer le besoin derrière d'avoir un vrai collaborateur en temps plein, etc. Donc, Quand on dit faible valeur, c'est pas que c'est une faible valeur parce que ça va être très déterminant et important. Par exemple, facturation de chantier, ben, il faut qu'elle soit hyper efficace, hyper bien faite. Sauf que nous, on se rend compte que ben, finalement, quand on le fait nous, on va perdre du temps. Alors, selon les affinités, moi, j'ai un peu moins d'affinités, donc je vais peut-être mettre plus de temps que Philippe et avoir des erreurs en plus. Mais quand on le fait faire par des gens qui sont experts, qui ont la bouteille, qui ont l'habitude, qui savent aller vérifier les marchés, qui peuvent aussi être en front-to-front avec un maître d'ouvrage public, par exemple, et le maître d'ouvrage public, lui, va avoir son propre finalement là, une personne dédiée aussi à l'administrative, mais ça permet de faire gagner du temps sur tous ces temps-là. ouais. Et ça, Alors, c'est une grosse valeur ajoutée pour vous, de la valeur ajoutée que vous apporte, je pense, cet expert-là. en fait, l'erreur souvent que l'on fait en embauchant, et on l'a fait de énième fois, c'est d'embaucher des gens en fait moins bons que vous, en fait. L'objet vraiment d'une embauche, c'est de pouvoir recruter des personnes qui sont meilleures que vous sur un domaine. Alors, il y a tous les enjeux autour de nous, l'acte de création, etc., et tout ce côté de l'ego aussi, etc. Donc là, effectivement, c'est plus compliqué. Mais pour illustrer effectivement l'exemple qu'évoque Leslie, nous aujourd'hui, la personne qui est en charge de la gestion financière des chantiers, on a mis une personne dédiée dessus qui fait ça depuis 25 ans, qui est une machine de guerre. Voilà, elle a amélioré encore nos process là-dessus. Elle est hyper carrée et elle fait le bonheur de nos maîtres d'ouvrage parce que c'est hyper carré, ça suit, ça avance, etc. Donc, elle est effectivement sur ce domaine bien meilleure que nous sur ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment une plus-value. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est comment est-ce qu'on embauche? Parce que combien d'erreurs peut-on faire qui vont coûter très très cher quand on fait une mauvaise embauche. Ouais. Donc c'est vrai que le fait de faire du free, ben, ça nous permet aussi de limiter un peu les impacts. Si ça ne matche pas, on peut passer à quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, d'avoir quelqu'un en interne qui peut faire ce suivi, qui est en continu, etc. La culture Donc, d'entreprise. voilà, la culture d'entreprise, c'est hyper important. Et du coup, ben, il y a aussi des process très marqués aujourd'hui qu'on a testés, qui sont d'une efficacité redoutable, avec des systèmes où on va d'abord contacter la personne, puis avoir des retours écrits, puis Entretien. voilà, entretien, appel à un ami, enfin bref, tout un certain nombre de process nous on a mis en place avec vraiment un scarcode
qui permet avec un tableau de mettre des notes et à la fin, c'est objectif. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'on aurait tendance à se faire piéger, même si on le sait, on sait qu'il ne faut pas se faire piéger. On a fait au mois de septembre une recrue qui s'est très bien passée, on est très heureux, mais on a failli prendre quelqu'un d'autre et on s'était rendu compte finalement qu'il y avait un petit couac à un endroit et puis on a dit c'est pas grave, on l'a balayé d'un revers de main et on a failli ne pas faire une étape. Ça aurait pu nous coûter très très cher. Ouais. Donc voilà, c'est aussi un point pour Et, moi dur et et fondamental. vous voyez, quand on parlait de persona tout à l'heure, ça vaut pour vos clients, mais ça vaut aussi pour vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous pouvez projeter un collaborateur idéal qui correspond à vos besoins, à vos valeurs, etc. Et là, ça va vous impacter sur la manière de rédiger l'annonce, de rédiger la fiche de poste, etc. Et c'est comme ça que vous donnez moyen d'attirer les bonnes personnes. Alors Jean-François qui dit, le premier salarié nous impose d'aller chercher des clients, ne serait-ce que pour lui donner du travail. C'est très positif car l'agent se développe alors. Oui, c'est un moteur. C'est effectivement, des fois, on a besoin d'avoir une obligation pour sortir un peu de son cadre, de sa zone de confort. Et donc, effectivement, c'est comme souvent les gens disent, ouais, mais il y a encore des archives voilà, qui travaillent chez eux, etc. Et souvent, oui, l'idée, c'est aussi de se confronter à une réalité, d'avoir des charges, de sortir, etc. Et d'être en mouvement, en fait, pour sortir de cette zone-là. Euh, Alors Camille qui dit, c'est rassurant de voir que vous êtes passé par toutes les étapes et que l'on rencontre nous aussi. Oui, oui, Je te euh, rassure. c'est ça. C'est exactement ce qu'on s'est dit quand on a fait BPI et qu'on s'est rendu compte, ben voilà, que des petites agences, des agences moyennes ou des très grosses agences, on vit à peu près les mêmes choses, pas forcément au même moment. C'est pour ça qu'on en a ras-le-bol, en fait, que tous on réinvente la roue de notre côté, qu'on ne se parle pas de ces enjeux-là, de ces vraies réalités d'agence, de galère, etc. Et comment est-ce qu'on peut sortir de ce champ. Donc c'est voilà, c'est comme ça qu'est né Archipreneur, c'est vraiment pour sortir de ça. Ensuite, on a le premier salarié non, ça je l'ai déjà dit. Faut-il embaucher des auto-entrepreneurs? La rentabilité est plus importante en EI qu'en salarié. Alors, non, ouais, un employé, ouais, Employé indépendant. ouais. Ben, encore une fois, voilà, ça peut être une stratégie de démarrage, c'est-à-dire effectivement lorsque on n'a pas encore un chiffre d'affaires qui est totalement consolidé, qu'on veut prendre pas trop de risques dans l'embauche, ça peut être effectivement une solution de commencer par un freelance et d'avoir, voilà, de voir comment ça peut matcher, etc. Et puis si les choses se structurent, ben voilà, vous pouvez ou le consolider ou si vous restez freelance, passer avec une embauche. Mais oui, ce sont effectivement des outils qu'il faut utiliser sur ces domaines-là parce que on a besoin de flexibilité et malheureusement, le monde du travail et le code du travail français n'est pas très, très flexible sur ces questions-là. Non, effectivement. Laurent qui pose la question, peut-être ai-je raté un moment de votre exposé, mais comment avez-vous rebondi lors de votre passage bas A2 et faible CA plus trésorerie? Alors, C'est formé. ouais, on s'est formé, mais après, on a eu effectivement plusieurs étapes. Et malheureusement, la question de la trésorerie, on l'a rencontrée dans les 5 dernières années. Ouais. On aurait préféré connaître ça beaucoup plus tôt sur la question de comment est-ce qu'on pilote avec la trésorerie. Un élément fondamental que je peux vous partager, je pense que ce qui a fait le déclic de notre, effectivement, deuxième vie, on va dire en 2010, là, c'est d'avoir appris à tout simplement, ça vous paraît très très con, mais c'était la base, c'est tout simplement à baser, à écrire, à projeter la vision de l'agence qu'on avait envie de développer. Et en fait, ça a commencé comme ça. C'est comme ça que le premier accompagnement qu'on a eu nous a mis le pied à l'étrier, à visionner, avoir une vraie stratégie, mettre en place un plan d'action, etc. Donc, on avait un objectif de plan d'action à 3 ans. Donc, le premier plan d'action, on a tout réalisé en un an. Bon, soit on n'a pas été assez ambitieux. Ouais, il y avait un peu de ça, mais il y a aussi le fait que c'est ultra puissant. En fait, vous le voyez vous-même sur aujourd'hui, la gestion de vos tâches que vous pouvez avoir au quotidien. Si vous les mettez sur vos agendas, il y a 98% de chances que vous les faites. Et donc là, c'est la même chose, mais c'est pour vous, c'est pour l'entreprise. Donc quand vous avez une vision claire de où vous voulez aller dans 3, 4, 5 ans, derrière que vous le transformez en action, parce que effectivement, l'idée, c'est de sortir du rêve et que ça devienne un objectif concret. Et pour ça, il faut juste le transformer en action.
Et quand vous planifiez ces actions à rebours, et que ça soit des éléments très concrets qui sont notés à un moment donné sur vos agendas à la semaine, au mois, au trimestre, etc., il n'y a pas d'autre solution que d'avancer. Vous verrez que c'est ultra efficace. Donc ça a été le plus Ouais. gros levier. Mais par exemple, aujourd'hui, je veux, les Cifiques nous ont partagé l'idée qu'il faudrait avoir un persona, donc, pour pouvoir aussi avoir une vision de qui je vais aider, avoir une vision plus claire et stratégique de finalement quelle va être un peu ma niche demain. Donc, petit 1, mettre en place des ateliers ou en tout cas moyen d'avoir ces Du temps de personas. réflexion, ouais. Voilà. Euh, Petit 2, donc après, donc ça c'est le grand volume. Ensuite, on a des petites tâches, les personas, comment est-ce que je vais le traduire dans mes communications, comment est-ce que finalement je vais faire une plaquette dédiée, comment est-ce que je vais aller chercher les appels d'offres spécifiques ou je vais créer des partenariats avec des bureaux d'études, comment, voilà, donc ça. Et ensuite, il y a encore des sous-actions avec bon, le persona. Donc, j'ai prévu de le faire avec un tel, un tel, un tel. On programme une réunion. Une personne dans notre agence va être responsable de ça, une autre de ça, une autre de ça. Et au final, ça, c'est des petites tâches que l'on projette et qui vont très, très vite et qui font que grâce à ces petites tâches qui finalement ne nous mangent pas trop de temps, qui sont faisables, qui ne semblent pas une montagne, on arrive très vite à faire des actions très fortes et très concrètes et avoir des résultats. Parce que Ouais, c'est quand même ça l'intérêt, quoi. oui, clairement. Est-ce que vous avez encore des questions? On a répondu à Je tout, crois qu'on peut-être. a répondu à pas mal. Après, c'est plutôt des thématiques. Gaëlle, Absolument, c'est ce que j'ai lu. Rebonsoir, hein, rebonsoir à toutes et à tous. Leslie et Philippe, un grand, grand merci au regard du partage de votre expertise, expérience, totalement engagée vers le bien commun, bien sûr. Je pense à l'approche du macro, organisationnel jusqu'au micro, la persona. Euh, Ce que je vais faire, s'il y a plus de questions, bien évidemment, c'est que j'enverrai dès demain ou dans 2 jours à peu près, peut-être 2 jours, vendredi, à la fois le replay de l'intervention, bien sûr, vos coordonnées, parce que je repère quand même que vous n'avez rien dit à propos d'Archipreneur au final, et oui, il y a été qui pose la j'aurais bien question. aimé que vous en disiez quelques mots. Et puis, Ben, bien sûr, la façon dont Thilo peut lui-même s'intégrer, en fait, hein, ouais. dans le développement des compétences en faveur du développement des agences. Philippe, Leslie, n'hésitez pas, c'est maintenant. Oui, oui, il y a Ok. Étienne qui dit que la communauté d'archipreneurs consiste en quoi exactement? Alors, effectivement, on peut vous partager 2 petites minutes. Donc là, vous avez un QR code que vous pouvez flasher. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de passer un petit moment ensemble. On prend 45, 50 minutes, 1 heure pour discuter ensemble, bien comprendre vos enjeux, vos difficultés, etc. Et de voir si voilà, on est en capacité ou pas de vous aider. Donc ça, c'est le premier levier. Archipreneur, c'est quoi? C'est un accompagnement, mais je crois que du coup, Oui, j'ai mis quelques slides. je crois qu'on a peut-être une slide ou deux à vous proposer derrière. Je sais pas si tu vois. Ouais. C'est un accompagnement qui, en fait, intègre de la partie purement compétence, donc sous forme en fait de e-learning, dans lequel on a capitalisé un peu tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, sous forme de vidéos, sous forme de documents que l'on partage, des templates, typiquement des choses très pratico-pratiques. On partage voilà, les outils de pilotage que l'on a, les KPI, justement, un persona type, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout un tas de tout ce que nous on a pu élaborer, on vous le partage là-dessus, et donc on balaye tous les sujets 360 d'une agence. Donc on part, évidemment, vous l'avez compris, le mindset c'est l'élément le plus important. Donc on évoque bien ce sujet-là, même si on rentre pas dans les profondeurs du développement personnel, ça c'est encore une autre échelle, mais en tout cas on essaie de faire en sorte à mettre en place les bons ingrédients pour bien démarrer. Et on parle de tous les sujets, qu'ils soient financiers, administratifs, toutes les stratégies qui vont avec, tout le volet communication et marketing, sur les RH, c'est un très très gros Bah, tu sujet, l'as. voilà, sur les RH. Donc vous avez 8 modules
en fait en e-learning sur tous ces sujets-là. Deux spécificités vraiment qui sont internes, qui sont le R&D, donc va évoquer rapidement Leslie, c'est puisque voilà, on a fait 10 ans de valorisation de recherche et développement, donc c'est quelque chose qu'on vous a partagé aussi comme levier intéressant. Et sur ce management de projet aussi éco-responsable, qui est un peu à la marge sur cette pure question d'organisation de l'agence, mais pas que, puisque en fait c'est lié à notre mission, hein, on vous l'a dit. Notre mission numéro un, c'est vraiment d'impacter collectivement sur les enjeux environnementaux de nos territoires. Et donc, c'est de partager toute l'expérience qu'on a eue au travers de fait de pousser au maximum les curseurs environnementaux et quelle méthodologie en fait est sortie de ça. Et il y a, pour ceux qui sont intéressés, il y a toutes des modules spécifiques à la promotion pour être architecte promoteur, dans lequel on part de zéro et on vous donne toutes les ingrédients pour avoir les compétences minimum pour vous lancer dans ces opérations-là. Donc ça, c'est la partie e-learning qui est accessible quand vous voulez, et voilà. Et en parallèle, il y a du coup du coaching et du mentorat, ce qui fait que sur une période de 12 mois, vous avez 2 séances d'accompagnement en one-one que l'on fait donc en visio. Donc c'est l'avantage que vous pouvez être à peu près partout. Et là, on travaille vraiment sur votre cœur de sujet, sur vos problématiques. On est dans du très concret, bien sûr en lien derrière, voilà, avec les différents modules que je peux vous citer tout à l'heure. Mais là, on est vraiment dans des choses très concrètes, dans du partage très bienveillant, mais de pair à pair, voilà, du retour d'expérience, comment on le voit, etc. Qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, bah, du coup, c'est d'intégrer une communauté effectivement d'architectes qui ont décidé de prendre en main leur destin et de tenter d'inverser les choses. Donc, bah, il y a un groupe privé de partage dans lequel ben, voilà, on s'entraide, on évoque des possibilités, des opportunités, on crée des liens avec aussi des acteurs et des partenaires sur des logiciels, sur des compétences spécifiques. On a des avocats fiscalistes, on a des notaires, on a des experts comptables, et puis on a aussi voilà, des partenaires comme UIF sur l'innovation. Bref, tout un tas d'éléments pour essayer de faire gagner du temps et aller très vite à l'essentiel. Donc voilà un peu comment c'est organisé donc voilà, sur un an. Super, merci, un grand merci. Et moi-même, je vous enverrai évidemment toutes les formations qui participent au même élan de vie, comme on dirait, à Exactement. propos du bien commun, puisque bien sûr, nous sommes partenaires de fait et toutes et tous engagés en faveur du développement de vos agences, de vos compétences, c'est évident. Yes. Leslie, Oui, Philippe, il n'y a plus de questions, je crois, non? J'ai vu, il y a plein de remerciements en tout cas. Je ne sais pas si vous les repérez. là, ça y est, j'ai perdu ma feuille de... Ah, oui, tu l'as perdu. Bah, J'attends. de nombreux remerciements. Ah, si, elle est là. Ok, ben avec Super. plaisir. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci Merci à de vous. votre écoute. Et À merci très de ce bientôt. ça nous fait très chaud au cœur. Ouais, et merci à vous. J'étais ravie de vous entendre. Merveilleux. Top. Merci. Bonne Belle soirée soirée Allez, à à vous. tous. bonne Belle soirée tout le soirée. monde. Au revoir. Au Belle revoir. Au soirée. revoir.